beaucoup de me laisser la parole ce soir. J'avoue avoir suggéré ce thème. J'ai moi-même d'ailleurs été victime très récemment de ces petits juges, puisque j'ai commis le sacrilège de nommer les émeutiers de 2005 sous le terme de racaille, qui était certes la façon un peu triviale de nommer une forme de délinquance quand même extrêmement violente, et immédiatement le tribunal médiatique s'est activé avec comme appel à témoins à la barre Mélenchon, Taubira, SOS Racisme, et la condamnation finale étant de savoir si ou non vous êtes digne de rester ou pas dans la République française. Donc la République, le camp du bien, et donc les non-républicains, le camp du mal, auquel manifestement j'appartiens. Ça ne m'empêche pas de dormir la nuit selon leurs propres critères. J'ai d'ailleurs l'habitude de dire à l'Assemblée que je mesure la qualité de mes interventions au nombre de huées qu'elles suscitent. C'est je vous l'accorde, un outil de mesure un peu particulier, mais j'en suis là. Alors à titre liminaire, simplement une petite définition qui m'apparaît importante parce qu'elle va, entourer le cadre qui va être le mien, la définition de l'état de droit. Cette notion dont on parle beaucoup, mais dont il y a une certaine difficulté à mettre une définition dessus. Et un état de droit, c'est un état qui est fondé sur le droit et qui est limité par le droit. Cet état de droit, il a d'ailleurs été théorisé par un homme qui s'appelle Kelsen, qui s'inscrit dans ce qu'on appelle le normativisme, qui est lui-même dans le sillon du positivisme juridique, et qui a défini ce qu'on appelle la hiérarchie des normes, au sommet duquel se trouve la Constitution. Et dans ce courant de pensée, dans cette théorie du droit qu'est le normativisme, eh bien, la légitimité repose sur la seule légalité, car le droit émane uniquement de la loi. C'est d'ailleurs un débat qui a émergé au moment de la manif pour tous, puisque les gens se posaient la question, légitimement d'ailleurs, de savoir quelle part devait être accordée à la légitimité plutôt qu'à la légalité. Vous savez, c'est le grand débat entre Antigone et Créon. Antigone qui souhaitait enterrer son frère, et Créon, le roi de Thèbes, qui lui a refusé cet enterrement au nom de la loi des hommes, et elle contestait cette loi des hommes car elle considérait qu'il y avait un droit naturel, en l'occurrence un droit spirituel qui était éternel et qui donc était plus légitime que le droit des hommes. Et bien donc dans cet état de droit qui est le nôtre, la souveraineté populaire s'est auto-limitée d'une certaine façon dans le cadre de la Constitution. Alors c'est une limitation qui est assez relative, puisque c'est la souveraineté populaire qui détermine la loi, mais qui se soumet à cette loi, mais qui peut aussi être à l'origine de cette loi, et donc par conséquent la modifier. C'est également le cas pour la Constitution, la norme suprême, qui peut être modifiée selon une procédure tout à fait spéciale. J'en viens à mon sujet. Le problème aujourd'hui, c'est que cette limitation constitutionnelle nous échappe d'une certaine manière, puisque aujourd'hui le Conseil constitutionnel est composé de magistrats qui se sont accordés un pouvoir absolument incroyable à travers, il faut dire, on leur a donné un levier pour cela, puisque vous savez qu'on a élargi ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. C'est-à-dire que le bloc de constitutionnalité ne comprend pas seulement la Constitution, mais un certain nombre aussi d'autres textes qui ont aujourd'hui valeur constitutionnelle. Je pense à la Charte de l'environnement par exemple, je pense au préambule de la Constitution de 1946, je pense aussi à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La grande difficulté, c'est que pour parler de la dernière, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est un texte qui date de 1789, c'est un texte qui à l'origine avait valeur symbolique, il n'avait pas vocation à être un texte juridique. Ce sont donc des textes qui contiennent des principes extrêmement généraux et qu'évidemment aujourd'hui les juges du Conseil constitutionnel utilisent, se reposent sur cette généralité pour pouvoir avoir une jurisprudence extrêmement extensive et aller bien au-delà de l'esprit des textes tels qu'ils étaient initialement. Et alors la difficulté, et ça c'est mon point de vue, c'est que la lecture qui est faite aujourd'hui de ces textes est extrêmement politiquement correcte, progressiste, puisqu'on pourrait la définir ainsi. Et alors, tout à l'heure, Nicolas me disait, oui, mais est-ce que tu as eu une orientation politique dans ton discours? Alors, je ne vous cache pas que pour les exemples que j'ai choisis, je les ai choisis quand même à dessein. Je n'ai pas parlé de la reproduction des moules à marée basse, même si c'est vrai que ça pourrait être beaucoup moins clivant,
mais j'estimais voilà, qu'un certain nombre d'exemples étaient peut-être plus parlants. Vous m'excuserez cette orientation, mais il y en a bien d'autres, et vous allez voir, c'est assez parlant. Pour vous donner un exemple justement de cette volonté des juges d'aller bien au-delà des textes initiaux, en décembre 1993, dans la suite de l'arrêt Guidsy du Conseil d'État, le Conseil constitutionnel érige en principe constitutionnel le droit pour un étranger de mener une vie familiale normale, sur la base du préambule de la Constitution de 1946. Ce droit comportant en particulier la faculté pour ces étrangers de faire venir auprès d'eux leurs conjoints et leurs enfants mineurs, sous réserve de restrictions tenant à la sauvegarde de l'ordre public et à la protection de la santé publique, lesquelles revêtent le caractère d'objectifs de valeur constitutionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, le regroupement familial pour les étrangers est devenu un droit constitutionnellement protégé. C'est-à-dire que le législateur ne peut plus à lui seul aujourd'hui, bien qu'il soit paré de la légitimité démocratique à travers ses représentants ou même le système de démocratie directe, eh bien contrevenir à cette valeur qui est devenue aujourd'hui constitutionnelle. Autre exemple, en 2003, le Conseil constitutionnel a proclamé le droit absolu au mariage, y compris pour les migrants en situation irrégulière, censurant ainsi une loi votée par le Parlement qui cherchait à restreindre l'accès de ce droit aux clandestins. C'est-à-dire que le Parlement a voté une loi, une fois de plus parée des attributs de la souveraineté populaire, et le Conseil constitutionnel est venu limiter, censurer plutôt cette loi en expliquant que le mariage était un droit absolu et que donc il ne pouvait être réservé uniquement aux étrangers en situation régulière sur le territoire. D'ailleurs, l'un de nos maires, le maire de Cogolin, a lui-même, si je puis dire, été victime de cette jurisprudence puisqu'il a été forcé par le préfet de marier donc des clandestins dans sa ville. Je reviens un petit peu plus haut à ma définition de l'état de droit. Ce qui est donc remarquable dans ce type de décision, c'est que vous le constatez vous-même, l'état de droit ne se confond pas nécessairement avec la démocratie. C'est assez surprenant, c'est-à-dire que parfois le droit vient limiter la souveraineté populaire. Alors je poursuis. En 1993, le Conseil constitutionnel a censuré la loi Pasqua, votée au Parlement, et a obligé l'État à accorder le droit au séjour des demandeurs d'asile pendant toute la durée d'instruction de leur dossier. Cette mesure d'ailleurs a participé à l'explosion du droit d'asile dont on a beaucoup parlé en France dernièrement, qui coûte, vous le savez, d'après la Chambre des comptes, 2 milliards d'euros par an. 90% des personnes sont déboutées, mais moins de 5% d'entre elles quittent effectivement le territoire français. Alors comme vous pouvez le constater, tous ces thèmes sur lesquels le Conseil constitutionnel se prononce sont très loin de l'esprit des textes de la Constitution tels qu'ils sont rédigés aujourd'hui. Ce qui m'apparaît évident, c'est que c'est une restriction absolument incroyable aujourd'hui à la souveraineté populaire, à l'action politique de fait, et il m'apparaît évident qu'une réforme du Conseil constitutionnel dans ces conditions est devenue absolument nécessaire. Mais non seulement nous subissons, les politiques, le peuple français, une restriction par ce gouvernement des juges nationaux, mais de surcroît s'ajoute une restriction des juges dits supranationaux. Alors, je vous parlais tout à l'heure justement du normativisme, du droit qui ne tire sa légitimité que de la loi. Force est de constater qu'il existe encore aujourd'hui ce qu'on appelle un droit naturel moderne. Vous savez, le jus naturalis, c'est justement celui qui s'oppose au normativisme. C'est-à-dire qu'il y a un certain droit qui pourrait tirer sa légitimité, non pas de la loi, mais de règles telles que celles définies par Antigone tout à l'heure, qui sont celles, par exemple, de règles spirituelles qui s'appliquent de tout temps et à tous les hommes. Eh bien, il existe un droit naturel moderne, c'est le droit qui émane, qui tire sa légitimité de la nature même des individus. Je pense au droit de l'homme. C'est ce nouveau droit naturel moderne qui donc a plus de valeur même que les lois issues des démocraties. Et c'est si vrai d'ailleurs que c'est un droit naturel qui a trouvé prise, si je puis dire, après la Seconde Guerre mondiale, après évidemment le drame des États totalitaires qui ont bafoué de façon absolument atroce ces droits. Et donc c'est les vainqueurs de cette Seconde Guerre mondiale qui proclamèrent la Déclaration universelle des droits de l'homme et signèrent la Convention de sauvegarde. En 1959, ils créent
la Cour européenne des droits de l'homme, qui est chargée d'assurer le respect par les États membres du Conseil de l'Europe des droits contenus dans cette Convention de sauvegarde des droits de l'homme. Alors c'est une Cour qui subira des réformes successives jusqu'à devenir une juridiction permanente qui peut être saisie par toute personne physique, quelle que soit sa nationalité, quel que soit son lieu de résidence, si elle considère que l'un des États membres du Conseil de l'Europe a violé cette Convention des droits de l'homme. Les cours constitutionnels des différents États membres peuvent également saisir pour avis consultatif cette Cour européenne des droits de l'homme sur l'interprétation qui doit être faite des textes de la Convention. Alors ce qui est remarquable, c'est que cette Cour européenne des droits de l'homme, qui était censée être une juridiction d'exception, est maintenant une juridiction qui statue de façon extrêmement fréquente, puisque nous sommes passés de 5000 requêtes en 1990 à près de 60 000 par an aujourd'hui. Nous sommes tombés dans un système de quasi-automaticité de saisine de la CH après l'épuisement des voies de recours internes. Je dois dire que les magistrats se distinguent par des techniques juridiques extrêmement audacieuses. Ils ont, comme le Conseil constitutionnel, la tendance à avoir une interprétation, une jurisprudence à l'interprétation extrêmement extensive des textes. Et j'aime assez d'ailleurs la phrase du juriste Nicolas Hervieux qui dit « De Héros à Tatanos, nulle passion humaine n'échappe à l'empire de la Cour européenne des droits de l'homme ». C'est exactement ça, vous le voyez dans l'actualité, que ce soit sur la GPA, que ce soit sur le droit des transsexuels, que ce soit sur l'interdiction de la fessée, rien n'échappe aujourd'hui à la vie de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors pour reprendre un exemple assez flagrant et d'actualité, bien sûr, cette décision de la CEDH, l'arrêt Ménesson et Labesse, sur la gestation pour autrui, qui est une hypocrisie totale et absolument scandaleuse. C'est-à-dire que d'une part, la Cour autorise la France à maintenir son interdiction de la gestation pour autrui, et de l'autre, elle contraint la France à enregistrer au registre d'état civil les états civils des enfants nés de gestation pour autrui à l'étranger. C'est donc évidemment une incitation à contourner la loi, à violer la loi, qui est tout à fait intenable. Non seulement le gouvernement français n'a pas fait appel de cette décision, mais pire encore, Madame Taubira a fait passer un décret dans lequel elle invite évidemment à l'enregistrement de ces états civils. Alors ce n'est pas tout, et une autre décision qui je pense est assez intéressante d'ailleurs, en 2013, dans un arrêt, la Cour européenne des droits de l'homme nous dit qu'il est impossible d'interdire l'adoption coparentale à un couple homosexuel non marié à partir du moment où la loi nationale autorise l'adoption aux hétérosexuels non mariés. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de discrimination sur le seul fait de l'orientation sexuelle. Cette décision, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain, on abroge la loi Taubira, que les homosexuels ne peuvent plus se marier, mais que néanmoins, dans notre pays, les hétérosexuels peuvent continuer à adopter des enfants, eh bien la Cour européenne des droits de l'homme nous contraindra à permettre l'adoption aux couples homosexuels. Et c'est ainsi d'ailleurs qu'elle agit, c'est-à-dire qu'elle fait une pression constante sur la législation des États, elle va de condamnation pécuniaire en condamnation pécuniaire, qui s'élève parfois à plusieurs millions d'euros, et à force, si vous voulez, de requêtes, eh bien les États finissent par céder. Donc qu'est-ce que je veux vous dire là? Ça veut dire que si demain on abroge la loi de Taubira, mais que nous sommes prisonniers de cette Convention européenne des droits de l'homme, eh bien évidemment l'intégralité des couples qui se sentiront lésés iront évidemment devant la Cour européenne des droits de l'homme pour faire condamner systématiquement l'État français et ainsi faire pression sur lui. Une autre jurisprudence qui a été rendue récemment, mais qui est confirmée depuis maintenant plusieurs années, qui m'apparaît particulièrement choquante, c'est l'interdiction faite à plusieurs États européens d'expulser de leur territoire des individus étrangers ou déchus de leur nationalité condamnés pour terrorisme islamiste en l'état de ces litiges. C'est-à-dire que les cours nationales condamnent pour des faits terroristes, ils sont frappés d'une interdiction définitive de territoire,
ils purgent leur peine dans les pays, et une fois la peine purgée, eh bien, la Cour européenne des droits de l'homme bloque leur expulsion. Alors au prétexte que, eh bien, ils pourraient subir des traitements inhumains ou dégradants dans leur pays d'origine. C'est-à-dire que plus le terroriste est dangereux, plus il sera sévèrement réprimé dans son pays d'origine, donc moins vous pouvez l'expulser. La conséquence de cela, eh bien, c'est donc que c'est le séjour forcé sur le territoire, et donc un certain nombre de ces islamistes, je pense notamment à Jamel Belgal, qui est considéré comme l'émir des frères Kouachi et Koulibaly, a dû être logé aux frais du contribuable français dans un hôtel dans l'une des campagnes françaises, où il a d'ailleurs pu recevoir, ça a été attesté par des photos, à plusieurs reprises, les auteurs des tueries de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, avant que ces derniers ne commettent leurs crimes, mais ça n'est pas le seul dans ce cas. C'est consternant, en tout cas c'est mon avis, c'est dangereux, bien sûr, pour notre sécurité intérieure, mais c'est surtout scandaleux en termes de souveraineté nationale, parce que il faut quand même rappeler que ces juges n'ont aucune légitimité démocratique. La seule solution qui paraît viable et crédible, si tant est qu'on veuille retrouver véritablement une action politique efficace, eh bien, c'est de dénoncer intégralement cette Convention européenne des droits de l'homme et d'en sortir. Nous avons un problème similaire avec une autre juridiction supranationale qui est la Cour de justice de l'Union européenne. La Cour européenne des droits de l'homme, c'est pour les États qui sont membres du Conseil de l'Europe. C'est autre chose, c'est pas l'Union européenne. La Cour de justice de l'Union européenne, c'est pour les États membres de l'Union européenne. C'est une cour qui est chargée de vérifier la bonne application du droit communautaire dans les différents États membres. Cette Cour de justice de l'Union européenne, et la jurisprudence plutôt, est directement applicable au droit français. Elle a force obligatoire dans le droit français. Nous avons quelques exemples d'arrêts où les juges ne se gênent pas pour aller interpréter ce droit communautaire de façon encore plus large. Je pense à l'arrêt El Dridi, qui par exemple interdit l'incarcération d'un étranger sans titre de séjour, qui est en contradiction avec le droit national. L'interdiction également, la condamnation de la France en 2014 pour avoir versé une aide, vous savez, à la SNCM, de 200 millions d'euros, une aide qui a été considérée comme une atteinte à la concurrence libre et non faussée, et qui a d'ailleurs participé à la précipitation de la chute de cette entreprise. Alors quelle solution, une fois de plus, pour remettre en cause, si vous voulez, ce gouvernement des juges, parce que c'est véritablement cela dont il s'agit. Vous posez tout à l'heure la question de savoir est-ce qu'il y a un gouvernement des juges. Moi, clairement, quand je vois tout cela, et c'est une infime partie, bien évidemment, des décisions scandaleuses que l'on peut voir régulièrement, bien sûr qu'il y a un gouvernement des juges. Puisque là, je vous parle de l'Union européenne, je vous parle du Conseil de l'Europe, mais je ne vous parle pas de l'ONU, je ne vous parle pas du FMI, je ne vous parle pas de l'OMC, autant d'instances supranationales avec qui on a signé des conventions et qui nous tiennent également dans un certain nombre de domaines. Je dis tout ça parce qu'aujourd'hui, moi, je suis devant vous, je vous parle, mais je ne sers à rien. C'est-à-dire que demain, je vous le dis franchement, demain, en l'état actuel des choses, si on ne remet pas ça en cause, on ne sert à rien. On ne sert à rien parce que, en réalité, l'intégralité des domaines dans lesquels nous aimerions agir, nous aimerions bouger, eh bien, nous serions chaque fois bloqués, limités, soit dans un premier temps par le Conseil constitutionnel, qui a une lecture extrêmement politique de par sa composition et tout à fait en inadéquation avec ce que nous pensons, en tout cas dans mon mouvement, mais nous serions également bloqués par cette Cour européenne des droits de l'homme et nous serions également contraints par cette Cour de justice de l'Union européenne qui ne fait qu'appliquer le droit communautaire. La pensée normativiste a pris le pas sur celle du droit naturel, du droit qui pourrait nous apparaître, nous, légitime dans certains domaines, c'est-à-dire que le droit tire sa seule légitimité de la loi et il n'y a plus aucune autre considération. Je pense que c'est une lecture erronée des choses et c'est malheureusement une lecture qui prend de plus en plus de pouvoir puisque c'est le modèle anglo-saxon qui est imposé de plus en plus d'ailleurs à travers ces différentes juridictions. Et beaucoup de gens sont extrêmement inquiets lorsque l'on parle de la sortie de l'Union européenne, parce que bon, voilà, il y a une espèce d'inconnu qui se profile. Mais vous pensez ce que vous voulez sur la question, on ne va pas partir sur ce sujet-là, mais sachez juste quelles sont les limites. Voilà, si nous restons
dans ce cadre-là et toutes les choses que nous ne pouvons pas faire si nous restons dans ce cadre-là et qui me contenteront, moi en tant que politique, mais tous les autres, avec uniquement des petites marionnettes de communication condamnées, si vous voulez, à faire des tweets, ce qui ne m'apparaît pas personnellement l'aboutissement politique par excellence. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.